Docteur, merci d'être sur Marianne TV. Bonjour. Vous avez été le visage et la voix de la justice en France dans toutes ces années des attentats. On s'est rendu compte avec Paul en préparant cette interview que vous êtes peut-être probablement le seul à avoir vu toutes les scènes de crime de Mera au Bataclan. Oui, je pense. Mais avec votre livre et vos mémoires, on découvre que c'est une vie de justice. Et puis d'abord un tour de France des tribunaux, hein, de Montbrison, la Corse, Lyon, Paris, Perpignan. Enfin, comme tout procureur, vous avez beaucoup bougé. Vous avez un regard, euh, un mouvement sur la justice d'une quarantaine d'années. Et c'est de ça dont vous voulez parler avec Paul. Ça commence en 1977, vous rejoignez l'École nationale de la magistrature. La justice était, écrivez-vous, un idéal pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être pour commencer, pourquoi vous avez choisi d'être magistrat plutôt qu'avocat? Parce que vous avez cette drôle de phrase dans votre livre, être avocat revient à transiger avec la vérité, ce que vous ne pouviez pas concevoir. On n'a pas tout à fait la... Je dis pas que... Alors, je veux surtout pas dire que les avocats disent pas la vérité, mais on n'a pas tout à fait le même rapport à la vérité que les avocats, parce que le but premier de l'avocat n'est pas forcément de parvenir à la vérité, c'est de défendre son client et de montrer la vérité sous un jour qui n'est peut-être pas celui qui est habituellement... le contenu du dossier, il consiste plutôt à éclairer sur autre chose pour mieux défendre. Donc moi, pourquoi j'ai été magistrat? C'est pas une vocation, c'est un choix, j'allais dire, raisonné. J'étais pas scientifique, donc j'ai fait des études littéraires, j'ai un bac littéraire. J'avais pas envie de faire lettres, j'avais pas envie de faire philo, sociaux. Je suis allé en droit parce que le droit, ça m'attirait déjà un peu, et puis le droit, ça ouvre des tas de portes. Puis je me suis rendu compte que j'aimais le droit, beaucoup. Surtout le droit civil et le droit commercial d'ailleurs. Le droit pénal n'était pas ma matière préférée. Et partant de là, peu à peu, j'ai progressé dans mon raisonnement. J'ai compris que c'est la justice qui m'attirait, donc une profession judiciaire. Et alors pourquoi pas avocat? Ben effectivement, parce que moi j'avais une quête, une sorte d'idéal de justice et de vérité qui m'a mené plutôt à faire autre chose. Et puis, il y a des choses qui m'auraient mis mal à l'aise dans la profession d'avocat. La première chose, c'est que je pense que j'aurais pas été à l'aise dans le rapport avec le client, notamment dans la traduction du temps passé en honoraire. Je pense que c'est quelque chose qui m'aurait gêné. C'est comme ça, c'est peut-être idiot, mais je suis comme ça. Et je me voyais pas non plus, les avocats voyageaient pas beaucoup à l'époque, aller coller ma plaque au bas d'un immeuble et ne plus en bouger. Moi, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de mobilité, j'avais besoin de voir des choses différentes. Et je crois beaucoup à l'enrichissement dû à la mobilité. Donc, en fait, j'ai compris que c'était magistrat qui m'attirait et c'est un choix que j'ai jamais regretté. Ça serait à refaire, je referais le même choix. Alors, mobilité, justement, c'est vrai que Laurent le rappelait, on vous connaît pour avoir été procureur de Paris, pour avoir été le visage de l'antiterrorisme, mais avant ça, en 86, tout jeune procureur, vous arrivez à Montbrison. C'est un tout petit tribunal dont vous racontez un peu la misère, les méthodes aussi curieuses du président qui boit, qui se contrefiche un peu des procédures. Est-ce qu'on en a fini avec ça, puis avec cette justice à deux vitesses? C'est pour ça. C'est moins un aspect de justice à deux vitesses que une vision de la justice qui est pas correcte en réalité à travers ce comportement. Alors j'aurais pu ne pas l'évoquer parce que je parle très peu des autres dans le livre parce que j'ai voulu blesser personne, mais celui-là il est mort il y a très très longtemps et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'évoquer parce que je pense que c'est justement une façon de montrer combien la formation des magistrats, Dieu sait pourtant si elle est critiquée, combien elle a progressé. Et aujourd'hui, on a en termes de formation une exigence éthique et déontologique qu'on n'avait pas à l'époque, où les collègues de cette génération-là n'ont pas le même circuit, bénéficient pas de la formation à Bordeaux. Je pense que c'est des choses aujourd'hui qui ne passeraient pas. Un président qui ferait des choses comme ça, il aurait des ennuis disciplinaires à coup sûr devant le Conseil supérieur de la magistrature. Vous parlez de déontologie, justement, vous êtes passé en Corse. Oui. Et là, depuis quelques nuits, un juge corse dort sous les verrous en prison. Comment on est en Corse, juge? Comment on se dit à distance je vais vous dire, corruption?
Je vais vous dire, en plus, je pense que j'ai un peu de légitimité pour en parler parce que je participe à une session de formation à l'école des collègues qui sont nommés en Corse, qui vont y aller, justement pour les sensibiliser. Mais je vais vous dire, moi, ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi, quand j'ai travaillé là-bas comme substitut du procureur général de Bastia, je n'ai quasiment fréquenté personne. Et je pense qu'effectivement, c'est une île. Alors aujourd'hui, elle est un peu plus peuplée. À l'époque, il y avait 250 000 habitants. Tout le monde se connaît. Quand vous exercez ce métier, vous êtes tout de suite identifié et il faut surtout pas rentrer dans des relations qui vont se traduire par des services rendus. Un service, ça se paie toujours, hein, et il faut faire extrêmement attention. Donc en réalité, moi, la Corse, pendant 2 ans, je n'ai vu quasiment personne, à l'exception de mon patron, Jean-Louis Nadal, et d'un ami de pension que j'avais retrouvé. Et par contre, j'en ai profité après y avoir exercé, lorsque j'y suis revenu comme touriste. Oui, c'est la formule vient son ponté appliquée aux journalistes. Un journaliste Voilà. n'a pas d'amis. Voilà. Donc un juge n'a pas d'amis, surtout en Corse. Il ne faut pas en Mais avoir. alors après, à Bobigny, justement, dans votre livre, votre parcours à Bobigny s'ouvre par une image, celle de la Ferrari rouge. Alors on s'attendait un peu à ce que vous découvriez l'ampleur des trafics, notamment de stupéfiants. En fait, vous avez l'air de glisser un peu. C'est pas forcément une critique, mais en fait, disons, est-ce que vous, avec le recul, vous pensez qu'aujourd'hui tout a beaucoup changé? Vous avez été entendu il n'y a pas très longtemps par la commission. Ou est-ce que finalement, à l'époque, c'était pas si prégnant à Bobigny? Si, bien sûr que c'est prégnant. On disait souvent en riant qu'on arrêterait le trafic de stupéfiants, on ferait plonger le produit intérieur brut du département. Bien sûr que c'était... Mais je ne pouvais pas parler de tout, donc j'ai fait des choix. Il y a des tas de choses dont je ne parle pas, mais le trafic de stupéfiants, il y en avait énormément déjà à l'époque. Et ça expliquait d'ailleurs parfois la paix sociale dans les banlieues. Au moment des émeutes urbaines de 2005, il y a des quartiers sensibles de la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas bougé, qui sont restés d'un calme absolu, parce que les violences urbaines et les émeutes, c'est mauvais pour le deal. Donc en fait, c'était des quartiers qui étaient tenus par les trafiquants et qui étaient restés très calmes. Et vous avez vu vos 4 collègues de Marseille qui ont fait une déposition un peu avant la vôtre, bouleversante à la commission d'enquête du Sénat. C'est un peu comme si on découvrait l'ampleur des trafics aujourd'hui. Alors, je pense qu'on la connaît, les trafics qui sont très importants depuis longtemps. Je pense que la situation dans laquelle aujourd'hui, elle montre simplement que elle pose en fait un vrai problème de déficience des politiques publiques qu'on mène, parce qu'on y consacre des milliards et des milliards. On y consomme de l'énergie de milliers de fonctionnaires de police, de gendarmerie et de magistrats, et on n'arrive pas à faire reculer le problème. Au contraire, même, il y a plus de trafic aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc ça pose un problème d'efficacité des politiques, et je pense qu'effectivement, les politiques qu'on mène se traduisent par... moi, je veux pas critiquer les opérations Place Nette, je dis pas qu'elles sont inutiles, mais ça suffit pas. On vit dans une société où on oublie le fond. On privilégie la com. C'est des enquêtes, il faudra aller au fond des choses pour identifier les commanditaires. Et puis, alors là, j'ai une vision assez pessimiste des choses. Je pense qu'on va finir par le payer très chèrement. On ne peut pas vaincre durablement le trafic de stupéfiants si on ne s'intéresse pas au blanchiment. Mais pour faire de la lutte anti-blanchiment, il faut avoir des compétences financières. Et on est dans une situation de crise que moi je dénonce régulièrement depuis 20 ans. On a très peu d'enquêteurs dans cette matière, et du coup, c'est des choses qu'on ne peut pas traiter correctement. Donc vous rejoignez quelque part l'appel des 130 magistrats dans le monde. Mais tout à fait. Oui, vous l'auriez signé, cette tribune. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors après J'ai fait un rapport sur la criminalité organisée, moi, en 2019, qui annonce déjà ça. Donc en réalité, c'est pire aujourd'hui qu'il y a 4 ans et qu'il y a 15 ans. Oui, c'est pire aujourd'hui. Je pense. Mais je vous renvoie au nombre de millions de Français qui y consomment. Si ce que j'ai lu dans les journaux est vrai, je ne sais plus si c'est 5 ou 8, c'est effrayant. Après 5 ans à Bobigny, vous avez une brève phase dans des cabinets ministériels, puis en 2011, vous êtes nommé à un des postes les plus prestigieux de France, aussi les plus convoités. Comment est-ce qu'on devient procureur de Paris sous Nicolas Sarkozy, poste pour lequel la concurrence évidemment est féroce, mais le choix aussi très politique? Est-ce que vous avez dû montrer patte blanche? Si vous entendez par patte blanche donner des gages en termes de protection future des politiques, certainement pas. Moi, je pense que je n'étais pas le candidat de M. Sarkozy. Mon poste, je le dois vraiment à mon ministre de l'époque, qui était Michel Mercier. Je pense que c'est lui qui a su m'imposer. Comment, pourquoi, je ne sais pas, mais je n'ai donné aucun gage à qui que ce soit. Et je vous dirais même que j'ai d'autant moins donné de gages que quand j'ai été nommé,
On a présenté ma nomination de façon très polémique. J'ai eu une bronca syndicale et politique qui en réalité me présentait comme celui qui était nommé par la droite pour venir L'homme lige enterrer de la tous les droite. dossiers. Oui. J'ai même eu une caricature dans le Canard enchaîné qui me représentait à côté de Nicolas Sarkozy tout petit, moi très grand avec la robe rouge et l'hermine. Il me tendait une pelle pour enterrer des dossiers dans une fosse qui était creusée, en me disant tiens, c'est pour classer les dossiers. Donc ça, je l'ai pas bien vécu. Et quelque part, je me demande si ça m'a pas rendu service, parce que j'ai été, je dois dire, assez blessé dans mon amour-propre, hein, qu'on puisse mettre comme ça en cause mon intégrité. Et je me suis juré, moi, dans mon fort intérieur, de faire mon travail et d'essayer de le faire le plus correctement. Et si vous regardez bien toutes les affaires politico-financières qu'il y a eu à l'époque au niveau du parquet de Paris, on s'est intéressé en réalité à tout le spectre politique, puisque ça va du Rassemblement national au parti de M. Mélenchon. Vous racontez dans le livre, vous êtes quand même convoqué à l'Élysée une fois. Oui. Et c'est un peu désagréable. Avec le recul, est-ce que vous pouviez ne pas y aller? C'était un peu compliqué, parce que j'aurais pu ne pas y aller, je reconnais, mais bon, moi j'étais dans une approche assez respectueuse des institutions. Bon, c'est le président de la République, c'est lui qui est censé garantir l'indépendance de la justice, hein, je le rappelle, dans la Constitution. Et puis c'est une époque aussi où, à l'époque, il y a encore la possibilité pour le garde des Sceaux de donner des instructions. C'est quelque chose qui, je pense, serait totalement inconcevable aujourd'hui, compte tenu de la loi de 2013 qui... Mais comment ça se passe? Ah bon, on est mal à l'aise. Vous savez pourquoi vous y allez ou Non, on me dit rien, bien sûr. Et puis on me demande rien explicitement. Mais comment ça se passe? Vous êtes dans le bureau du président? Dans le bureau du président, comme je raconte dans le livre, avec le conseiller justice, et puis on me demande où on en est sur l'affaire Tapie et quelle perspective, qu'est-ce que je compte faire avec l'affaire. En réalité, je dirais que j'ai peut-être été un peu jésuite. J'ai répondu que l'enquête n'était pas finie et que je prendrais ma décision quand elle serait terminée, que j'aurais la totalité du dossier. Mais vous attendiez à ce que ça soit sur ce sujet évoqué ou c'était... Oui, je me doutais. Vous l'avez vécu comment, Mal. cette tentative de pression? Pas bien. Et on le raconte aux collègues en arrivant ou comment on fait? Oui, mais mon cercle proche était au courant. Après, je ne l'ai pas crié sur les toits. Alors après, Nicolas Sarkozy est battu, changement de président, François Hollande. Oui. Et alors, avec le recul, l'affaire Cahuzac intervient le 4 décembre. On peut le prendre des deux côtés, le mois pendant lequel vous hésitez avant de... Non, je réfléchis. Oui, bon. Est-ce que c'est la dernière fois que finalement un procureur de Paris attend avant d'ouvrir une enquête, ou est-ce qu'au fond c'est la première fois qu'un procureur de Paris ouvre une enquête qui va viser un des ministres en exercice en réalité? Comment le prendre avec le recul? On peut le lire. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir hésité. Je me suis trouvé confronté à une situation inédite que j'avais jamais rencontrée et qui pose aussi, on pourra en parler, la place et l'importance qu'a pris le journalisme d'investigation. Hein, qui est effectivement une sorte de contre-pouvoir en termes d'information qui est colossal et qui nous place, nous aussi, procureurs, dans des responsabilités qui sont fortes, hein, parce que si on fait rien non plus, on peut être accusé finalement de cécité, de refuser de s'emparer de choses qui ont été un peu démontrées. Donc j'avoue que j'ai réfléchi parce que la situation était inédite. Je ne sais pas si ça a duré plus d'un mois. Ça dure un mois. Un mois, oui. Plenel vous écrit à un moment. Parce que moi, le courrier, j'en prends connaissance en rentrant de vacances, entre Noël et le 1er de l'an. Moi, je dirais plutôt une quinzaine de jours. Bon, le jour où j'en prends connaissance du courrier. Mais effectivement, j'ai compris que je ne pouvais pas faire autrement et que mon devoir, c'était d'ouvrir, parce que si je n'avais rien fait, d'abord, je trouve que j'aurais pas été dans mon office de procureur, qui est quand même s'attacher à regarder si une infraction a été commise ou pas. Et puis surtout, on n'aurait jamais su la vérité, parce que le procès en diffamation qui était engagé n'aurait pas permis de savoir ce qui s'était passé. Donc je me suis dit qu'il y avait une exigence de vérité qui nécessitait que je me mouille et que je vérifiais effectivement, dans un premier temps, la vraisemblance et la réalité de cet enregistrement, hein, la fameuse conversation. Et honnêtement, je pense qu'on a bien fait. Vous rendez service à tout le monde, au fond, oui, y compris aux Français d'abord, mais oui, surtout, et au fond aussi au président, en réalité. Et puis je fais mon travail, parce que le travail du procureur, c'est aussi de rechercher et de constater les infractions.
Après les scandales politico-financiers, on retourne dans une phase de terrorisme très violente en France. Et comme le rappelait Laurent au début, vous êtes un des seuls et sans doute même le seul homme à avoir vu toutes les scènes d'attentats pratiquement dans ces années-là. Il y a eu, vous avez vu les images de l'école aux Aratora à Toulouse, la salle de rédaction de Charlie Hebdo, le Bataclan, les terrasses de Paris, la promenade de Nice. Vous voyez tout, vous avez des phrases terribles dans votre livre à ce sujet-là. Et vous parlez aussi de ces policiers qui tombent en dépression, ces magistrats antiterroristes qui doivent avoir recours à des psychologues. Mais vous, François Molins, comment est-ce que vous encaissez tout ça? Comment vous arrivez à tenir dans la durée? Est-ce que vous avez besoin d'être aidé? Et pour le moment, je pense que je vais bien. Je me suis même demandé si c'était normal d'aller bien après avoir vu tout ça. J'en ai parlé avec un psychologue qui m'a dit que j'ai passé 1 heure avec elle et elle m'a dit que a priori j'étais normal. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Moi, je pense que j'ai tiré. Comment j'ai pu traverser tout ça? D'abord, j'ai toujours essayé de gérer ce genre d'émotions. J'explique dans le livre en me ménageant des petits instants de recueillement. C'est pas grand-chose, mais ça permet de penser, et puis de revenir un peu sur soi-même. Et puis, je pense que ce qui m'a permis de tenir aussi, je pense que c'est la foi dans mon métier, parce que j'ai toujours eu la foi dans ce que je faisais, ça c'est certain. Certainement aussi la passion pour le métier que j'exerce. Et puis je pense aussi que dans un parquet c'est un collectif. On fonctionne en équipe et donc dans un parquet on partage beaucoup. Et je pense qu'il y a une forme de courage collectif et de résilience qui vient effectivement de ce fonctionnement collectif et qui m'ont certainement aidé à tenir le coup. Surtout que j'étais avec des jeunes magistrats qui attendaient beaucoup de moi. Donc il fallait être là et puis il fallait relever l'enjeu, il fallait donner l'exemple. Dans Colombo, mais c'est pas une blague, il y a toujours sa femme. Dans votre livre, par définition, vous n'en avez jamais parlé avant, mais il y a quand même, par petits moments, Elle est votre là. épouse, Oui. vous êtes mariés très jeune, Oui. vous le racontez d'ailleurs. 22 ans, oui. Elle doit quand même jouer un rôle en coulisses. Oui, un gros rôle. Et effectivement, elle a toujours été là. Et c'est même assez curieux parce que moi, le soir, quand je rentrais, je coupais. Je sortais du travail, c'était fini. Donc, je partageais pas avec mon épouse tout ce que j'avais vécu dans le cadre du travail et les embêtements que j'avais eus. Et pourtant, là, elle a toujours été là. Et puis, elle a en fait parfaitement compris ce qui se passait. Donc, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour m'aider, me soutenir et m'aider à tenir le coup. Alors, on passe vite en juillet 2020. Oui. Vous êtes le plus haut procureur de France, procureur à la Cour de cassation. Et puis vous apprenez, vous allez nous raconter exactement comment, la nomination d'Éric Dupond-Moretti, place Vendôme. Ouais. Vous avez quand même une phrase dans le livre que vous attribuez à un copain, l'avocat de la pègre. C'est pas un copain en fait, j'ai entendu ça dans un sommet italien, dans un sommet international où c'est la réflexion de magistrats italiens qui nous dit « vous êtes très forts les Français, votre ministre a été l'avocat de la pègre ». Alors comment vous réagissez? Moi, à la nomination, j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ce choix. Comme on dit, je crois que notre président aime bien ça, c'est un choix disruptif, on dira. Non, je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que c'est un grand avocat d'assises qui a eu énormément d'acquittements, beaucoup de succès aux assises, mais c'est quelqu'un de très clivant. Il y a les partisans et puis il y a aussi beaucoup d'adversaires. Donc c'est pas quelqu'un, c'est pas un choix rassembleur, on va dire. Vous sentez tout de suite que ça va coincer en discutant avec les collègues? Oui, parce que je pense qu'effectivement le choix est mal accepté par les magistrats et aussi par certains avocats, d'ailleurs. Alors il y a du coup une cascade de bras de fer, de tensions, de moments difficiles entre vous et lui. Ben, si vous voulez, les choses ont été très vite, je sais pas comment dire, les choses sont crispées très vite, puisque il y a effectivement tout de suite cette actualité avec les saisines du Conseil supérieur de la magistrature, d'abord pour Monsieur Levroux, puis pour Madame Houlette et ses 2 collègues du parquet national financier. Donc il y a cette situation tout de suite de conflit d'intérêts qui va apparaître et qui en fait ne va pas être réglée, que j'évoque dans le livre. Oui. D'ailleurs, c'est le parti que j'ai pris dans le livre. Je ne peux pas ne pas parler de cette époque. Il faut que j'en parle, mais je n'ai pas voulu refaire le procès. J'ai pris le parti de faire du factuel et de raconter une histoire. Et ce que j'ai voulu essayer de faire comprendre, c'est que tout ça est un immense gâchis, parce que ce dossier, s'il avait été bien traité à l'origine par la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique et le secrétaire général du gouvernement, il n'aurait jamais existé. Moi, je connais d'autres temps où il y aurait eu une injonction immédiate
Et les décrets de déport seraient intervenus 3 mois plus tôt. Et ils pouvaient tout à fait intervenir 3 mois plus tôt. Et il n'y aurait jamais eu de dossier Dupond-Moretti devant la CJR. Oui, mais bon, vous ne revenez pas sur le procès, mais on vous a senti quand même tendu au procès. C'est normal d'être tendu sur des choses comme ça. Vous croyez que c'est simple d'être dans une situation où vous poursuivez votre ministre de tutelle? Moi, j'ai toujours très bien travaillé avec les politiques, de droite, de gauche. J'ai toujours beaucoup échangé, essayé d'apporter ma contribution à l'évolution des textes, nourrir les politiques pénales, faire évoluer les choses dans le bon sens. Quand vous vous trouvez dans une situation où vous poursuivez celui qui a une autorité hiérarchique sur l'ensemble des procureurs, c'est quand même problématique. Oui. C'est vrai que l'argumentation de la CJR, au final, était quand même un peu bancale, disons, aux yeux de la plupart des juristes qui l'ont lu. Est-ce que ça aurait pas été logique que votre successeur fasse quand même un pourvoi pour que la Cour de cassation tranche? Je vais vous dire là-dessus, effectivement, bon, cette décision, elle est escalée. Je la rappelle au début du chapitre et à la fin. Comme ça, on ne peut pas m'accuser de quoi que ce soit. Mais cette décision qui constate que tous les éléments matériels du délit sont réunis, mais qu'il n'y a pas d'intention, donc il y a une relaxe, elle est directement contraire à une jurisprudence de la Cour de cassation qui est constante depuis décembre 1905. Donc il y a quasiment 120 ans. Voilà. Donc, et pour autant, je vais vous dire, je pense que j'aurais fait comme Rémi Hetz. Je pense que j'aurais pas fait de pourvoi. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors lui a dit que c'était effectivement pour apaiser, mais je comprends ce qu'il veut dire par là. J'aurais pas fait de pourvoi parce que je pense qu'un pourvoi n'aurait servi à rien. Tout ça renvoie en réalité aux reproches qu'on fait à la CJR depuis longtemps sur son aspect politique qui est, j'allais dire, arithmétique, puisque vous avez 6 députés, 6 sénateurs sur 15 membres, 12 sur 15. J'aurais pas fait de pourvoi parce que je pense qu'il n'aurait servi à rien, parce que si j'avais fait un pourvoi, je pense que juridiquement, il y avait de fortes chances que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation casse la décision, renvoie devant la CJR autrement composée, et on aurait eu le même résultat. Donc je pense qu'à un moment donné, bon, c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc je pense que j'aurais fait comme Rémi Hetz, j'aurais pas fait de pourvoi en cassation. Vous pensez que devant une autre CJR avec une autre composition, le résultat aurait Oui, nécessairement été le je même? pense que ça aurait été le même. Et qu'il faudrait réformer la CJR. Ah, mais ça, certainement. Mais d'ailleurs, elle a failli être réformée en 2018. Je vous rappelle que le président de la République portait un projet de réforme constitutionnelle qui visait à la supprimer. Projet de réforme constitutionnelle qui a été torpillé dans son examen parlementaire par l'affaire Benalla. Comprenne qui pourra. Mais tout à l'heure, avec Paul, en parlant de votre livre, on s'est dit que finalement, vous étiez pas dans hostilité, c'est un mot trop fort, mais vous n'avez pas voulu être garde des Sceaux, mais comme si un peu dans toute votre carrière était traversée par, pas une hostilité, mais disons une méfiance par rapport aux politiques. Comme si vous positionnez le juge dans un rôle de surveillance du politique. Est-ce qu'on se trompe? Ouais, écoutez, il y a la séparation des pouvoirs. Alors le juge n'est pas là pour surveiller le politique, mais personne n'est au-dessus des lois. Le politique n'est pas au-dessus des lois, et si le politique faute et commet des infractions, ben, le procureur et le juge pénal doivent faire leur travail. Donc la méfiance, il y en a peut-être un peu. Moi, j'étais échaudé au début de ma carrière. Hein. C'est quelque chose qui m'a beaucoup traumatisé. Au bout de 2 ans de fonction à Carcassonne, j'avais sorti un gros dossier financier qui concernait un baron local, et c'est une affaire qui a été classée sans suite sur instruction directe du procureur général de Montpellier, et bien sûr, on peut imaginer qui y avait derrière. Hein. C'était une haute personnalité de la Mitterrandie, il n'y avait aucun secret sur le cheminement. Donc c'est normal de se méfier un peu. Et si vous voulez, quand on a vécu ce genre d'affaires, on le vit nécessairement mal. Et moi, ça m'a amené effectivement à toujours être très, très vigilant et très sourcilleux sur la nécessité de l'indépendance de la justice et à mal vivre les tentatives d'interférence du politique. Parce qu'il y en a eu. Et la situation, elle est compliquée aussi. Hein. Je pense que la justice, en fait, elle a pris une forme, comme on dit souvent, d'autonomie décisionnelle depuis les années 90. Urbain Graco, tous les scandales politico-financiers, elle a fait son travail. Et ça, je pense que ça a considérablement compliqué les choses. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui, alors ça c'est une constante que j'ai toujours vue, je pense que il y a une tendance naturelle des politiques, quel qu'en soit le bord, à penser que les procureurs, parce qu'ils les ont nommés, sont là pour les protéger. Ben, je suis désolé, c'est pas le cas. Le procureur, il est là pour veiller à l'application de la loi. Et il n'a pas à protéger qui que ce soit, soit-il de l'opposition ou du gouvernement. Il est là pour faire son travail.
C'est vrai que cette génération de magistrats que vous avez représentée, au fond, vers cette indépendance, c'est définitif ou c'est toujours une lutte, l'indépendance? Je pense que c'est une lutte, hein, parce que c'est une lutte de tous les instants, parce que quelles que soient les garanties statutaires qu'on peut vous donner, quel que soit le statut d'indépendance qui va vous être octroyé, ça suffit pas. L'indépendance, elle est institutionnelle, mais elle se double aussi d'une dimension personnelle. Pour être indépendant, il faut avoir une colonne vertébrale et il faut se tenir debout. C'est ce que vous, Je pense. qu'est-ce que vous dites aux jeunes magistrats que vous formez? Vous êtes souvent à l'école. Moi, je leur dis que j'ai exercé pendant 46 ans un métier absolument magnifique, passionnant, plein de responsabilités, dangereux pour les autres, hein, pas pour soi. Un métier où on est au service des autres, de la société, où on n'est pas du tout dans une tour d'ivoire, et on est vraiment dans la cité. On est au cœur des politiques suivies, dans une politique qui est particulière, la politique pénale. Et je leur dis toujours qu'il faut garder foi dans leur métier, il faut garder leur foi, il faut garder leur enthousiasme. Et puis, il faut surtout continuer à croire, mettre du sens dans leurs actions, quoi. Et les jeunes sont très bien, les jeunes magistrats, hein. Le danger, c'est qu'ils finissent par s'émousser un peu et qu'ils finissent par se décourager. Ben, c'est la tribune des 3000. Hein. Effectivement, quand vous faites un métier dans des conditions qui font que vous avez le sentiment que vos actions n'ont plus de sens, vous vous interrogez sur ce que vous êtes, sur le pourquoi vous avez choisi ce métier, est-ce que vous avez bien fait, et ça peut vous renvoyer à des questions qui sont très lourdes. Donc moi je les soutiens autant que je peux, ces jeunes, hein, et je crois beaucoup en eux. D'où la formule que vous avez choisie pour le titre de votre livre, Au nom du peuple français. Alors, je vais vous dire pourquoi je l'ai Oui. choisi précisément. Oui. Alors, ça renvoie aux deux raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre. La première, c'est que les Français connaissent pas la justice, hein. Je dis que combien de fois on m'a appelé Monsieur le juge, commissaire Molins, Monsieur le préfet, votre honneur. Bon, donc première raison, c'est expliquer le métier de procureur. Et la seconde, c'est que je pense qu'on traverse à la fois une crise de moyens et une crise institutionnelle de légitimité. J'ai voulu rappeler que la justice était rendue au nom du peuple français. Moi, j'ai participé à cette justice comme procureur, et c'est justement parce qu'elle est rendue au nom du peuple français qu'à un moment donné, je pense qu'il faut rendre des comptes. Donc ce livre, c'est aussi, même si c'est parcellaire parce que des choses que j'ai pas le droit de raconter, c'est aussi une façon de rendre des comptes sur ce que j'ai fait pendant 46 ans. Merci beaucoup, monsieur le procureur, Merci à vous. pour ce moment. Merci, monsieur Molins.